Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 pour vous informer. Voici les titres de ce samedi 15 juillet. Le président de la République est de retour du Libéria où il a été distingué ce samedi. Le président Alassane Ouattara a été élevé au grade de chevalier grand cordon dans l'ordre très vénérable de la chevalerie des pionniers de la République du Libéria. Ici en Côte d'Ivoire, des tirs ont été entendus à Abobo et dans un camp militaire à Korogo. L'état-major général des armées fait le point de la situation sécuritaire. Il y a eu des arrestations. 3 personnes ont perdu la vie à Korogo. Ambiance festive à Grand Bassam ce samedi. Les populations du Sud Comoé ont rendu hommage au président de la République au stade de la ville historique. Elles ont salué les actions de développement initiées dans leur région. Enfin, en économie, la BAD décaisse plus de 42 milliards de francs CFA pour le financement de 2 projets. La Banque africaine de développement a signé l'accord de prêt avec le ministère de l'économie et des finances. Soyez les bienvenus sur RTI1. Dans la page culture de ce samedi, nous parlons du Festival national des arts et de la culture en milieu scolaire qui vient justement de refermer ses portes à Bangoro. Pendant des jours, les enfants ont montré leur savoir-faire dans plusieurs disciplines, notamment poésie, théâtre, chant, peinture. Ce festival est une idée du ministère de l'Éducation nationale. Après 6 éditions donc, quelles sont les retombées dans la vie des enfants? Pourquoi un festival des arts et de la culture en milieu scolaire? Nous avons sur ce plateau le commissaire général de ce festival, M. Fossou Francis. Il est l'invité de la page culture et il répondra dans quelques instants à nos questions. Bonsoir, M. Fossou Francis. Bonsoir, madame. À tout à l'heure pour parler de l'intérêt de ce festival. Merci. Nous allons voir dans quelques instants en image l'arrivée du président de la République. Je le disais donc à l'instant, le président Ouattara revient du Libéria où il a été distingué ce samedi. Le chef de l'État a été élevé au grade de chevalier grand cordon dans l'ordre très vénérable de la chevalerie des pionniers de la République du Libéria. On verra cela tout à l'heure. La Côte d'Ivoire entretient également de bonnes relations avec la France et le pays a célébré hier, 14 juillet, sa fête nationale. L'événement a été marqué en Côte d'Ivoire et le président ivoirien était aux côtés de l'ambassadeur de France pour cette célébration. Le diplomate français Georges Serre a salué l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et la France. Le reportage d'Alexis Ouedraogo. 14 juillet sur les bords de la lagune ébriée, entre strass et paillettes, cocktails et petits fours, Français et Ivoiriens célèbrent l'amitié entre les 2 pays. Vive l'amitié entre la France et la Côte d'Ivoire. La communauté française en Côte d'Ivoire est aujourd'hui estimée à plus de 19 000 personnes, avec 1 millier d'entreprises formelles contribuant aux recettes financières et douanières. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a été le premier président africain reçu par Emmanuel Macron. S'en est suivi cette semaine à Abidjan une réunion interministérielle qui a donné une nouvelle feuille de route pour dynamiser les relations financières entre les 2 pays. À l'issue des travaux entre les autorités et la mission qui est venue ces 2 derniers jours, ce sont ainsi près de 2 milliards d'euros de financement de programmes et de projets qui ont été identifiés ensemble pour la période 2017-2020. Moment fort, l'émotion qui étreint l'ambassadeur Georges Serre lorsqu'il fait son au revoir à la Côte d'Ivoire. Et c'est le moment de vous dire au revoir, puisque dans la vie des diplomates, c'est ainsi, à un moment donné, il faut partir. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, lui a dit toute son amitié. Je voudrais vous dire à quel point nous sommes heureux de votre présence, de votre action, de votre contribution à la consolidation de la paix, à l'essor de l'économie ivoirienne et également à votre disponibilité. Georges et moi, nous connaissons depuis pratiquement 25 à 30 ans. Donc c'est un ami du couple Ouattara, mais c'est surtout un ami de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire reste l'un des plus gros partenaires commerciaux de la France. On passe maintenant à la situation sécuritaire en Côte d'Ivoire. Dans la nuit d'hier à aujourd'hui, des tirs ont été entendus dans la commune d'Abobo, précisément à Ndautré, mais les forces de l'ordre sont intervenues pour rétablir l'ordre. À l'heure où nous vous parlons, la situation est calme.
Des tirs ont été également entendus dans un camp militaire à Korogo. Et pour avoir une idée de la situation sur place, nous avons eu au téléphone notre correspondant Sie Kwasi de Radio Côte d'Ivoire et nous explique la situation sur place. Ce que nous avons pu recueillir comme information auprès des populations, c'est que les premiers tirs ont été entendus aux alentours de 3 heures du matin. Donc, on peut dire avec beaucoup de précision que les populations n'étaient pas impliquées dans ces affrontements-là. Il faut préciser que, contrairement aux réseaux sociaux qui font circuler des informations faisant état de ville morte à Korogo, il n'en est rien du tout. La ville de Korogo est calme, les activités se déroulent depuis jusque-là dans de très bonnes conditions. Nous avons pu aller au marché. Nous sommes allés voir les grands magasins, nous sommes allés au centre des affaires. La ville tourne à merveille dans de très bonnes conditions. Donc, on peut aussi dire qu'il n'y a pas de présence de militaires dans les rues, contrairement aux autres situations que Korogo a vécues. Ce qui est notable également, c'est qu'habituellement, lorsqu'il y avait des situations difficiles, la voie qui traverse le camp militaire n'était pas ouverte à la population. Aujourd'hui, c'est parce que la voie est ouverte, les populations circulent entre la ville et Ferkessé-Dougou. Voilà, c'était notre correspondant de Radio Côte d'Ivoire, Sie Kwasi, depuis Korogo. Et face à cette situation, l'état-major général des armées a réagi par voie de communiqué. Je vous prie maintenant d'écouter le porte-parole des armées, colonel Boubacar Sako. Dans la nuit du 14 au 15 juillet 2017, quelques soldats indélicats ont cru devoir exprimer des récriminations en se servant de leurs armes dans la commune d'Abobo et dans la ville de Korogo. Dans le quartier d'Apobo, ils ont perpétré des actes de violence envers des forces de l'ordre en service au poste de contrôle de Ndotré et effectué des tirs en l'air dans la zone aux environs de la société Agripac. À Korogo, ils ont procédé à des tirs en l'air autour de la caserne du 4e bataillon d'infanterie. Les forces de défense et de sécurité sont immédiatement intervenues pour mettre fin à ces agissements. Au cours de l'intervention, plusieurs éléments ont été interpellés et mis aux arrêts. Une enquête est ouverte pour rechercher tous ceux qui sont impliqués dans ces actes et situer les responsabilités des uns et des autres. Le bilan provisoire de ces déplorables événements s'établit comme suit. Abobo, 3 interpellations. Korogo, 3 morts, 3 blessés et 3 interpellations. Les blessés sont pris en charge par le service médical des armées. Le chef d'état-major général des armées appelle toutes les forces de défense et de sécurité à plus de vigilance et les informe que les auteurs de tels actes seront purement et simplement radiés des effectifs et mis à la disposition de la justice. Le chef d'état-major général des armées informe la population que la situation est calme. En conséquence, elle peut vaquer librement à ses occupations. Fait à Abidjan le 15 juillet 2017 pour le général de division Touré Sekou, chef d'état-major général des armées, le porte-parole. Voilà tout ce que l'on pouvait dire sur la situation sécuritaire en Côte d'Ivoire. Je le disais en début de journal, le président de la République, Alassane Ouattara, est de retour du Libéria où il a été distingué ce samedi. Le président Alassane Ouattara a été élevé au grade de chevalier grand cordon dans l'ordre très vénérable de la chevalerie des pionniers de la République du Libéria. C'est la plus haute distinction du pays et sachez qu'elle est décernée aux personnalités ayant rendu des services exceptionnels au Libéria dans les domaines des relations internationales, des arts et des sciences. Et notez que le président ivoirien a été donc distingué à Monrovia. Notez en outre, il a été distingué pour sa contribution au renforcement des relations d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Libéria. Et justement, après cette cérémonie de distinction, le président Ouattara a fait une déclaration. Nous l'écoutons. Je voudrais d'abord, avant toute chose, dire grand merci à Madame la Présidente, Hélène Johnson-Sirleaf, qui a bien voulu nous inviter pour cette cérémonie exceptionnelle, importante,
et lui dire que nous sommes venus à cette invitation avec beaucoup de plaisir. Madame la Présidente est une femme remarquable, un chef d'État que nous admirons beaucoup, qui a beaucoup fait pour le Libéria, mais également pour la sous-région et bien évidemment pour le continent. Alors cette décoration, je l'accepte bien évidemment et c'était une très belle cérémonie. C'était un moment de grande émotion d'avoir été élevé au rang de la plus haute distinction de la République du Libéria, qui est quand même le premier État donc africain. Et je dis que je l'acceptais au nom bien sûr de la Côte d'Ivoire, du gouvernement et du peuple ivoirien, et que les liens entre le Libéria et la Côte d'Ivoire sont des liens très anciens, qui datent de bien avant nous, le président Tubman et ensuite le président Tolbert avec le président Félix Houphouët-Boigny. Les deux pays ont noué des relations très fortes et malheureusement ils ont connu la guerre qui a créé beaucoup de dégâts au Libéria et nous avons reçu pratiquement un demi-million de réfugiés libériens en Côte d'Ivoire et malheureusement quelques années après c'est à notre tour. Nous avons eu cette situation donc, de crise qui a amené la Côte d'Ivoire à connaître également des réfugiés ivoiriens dans les pays voisins, notamment au Libéria, où à un moment nous avions plus de 250 000 Ivoiriens qui y étaient. Bon, maintenant nous sommes à moins de 12 000, 11 000. C'est déjà 12 000 personnes de trop qui devraient rentrer en Côte d'Ivoire. Mais je voudrais dire que ceci veut dire que les deux pays ont connu des difficultés, mais les liens entre les populations n'ont jamais changé. C'est des liens d'hospitalité, des liens de générosité. Et je voudrais dire à Madame la Présidente toute notre gratitude. Parce que depuis que je suis à la tête de la Côte d'Ivoire, elle m'a toujours accueilli avec beaucoup de gentillesse. Elle a toujours prêté une oreille attentive aux problèmes que nous avons eus, le traitement des réfugiés, la coopération entre nous au plan de la sous-région, au plan du continent, et dire que nous avons également entrepris beaucoup de coopération dans les domaines économiques. Dans le domaine, par exemple, de l'électricité, nous fournissons l'électricité maintenant au Libéria. Nous avons également évolué dans le domaine des infrastructures. Nous avons la route Toulouse frontière Libéria qui est en construction bientôt et nous avons promis que nous allons entamer la route Danané frontière Libéria et bien sûr d'autres projets, par exemple le pont sur la rivière Cavali et ainsi de suite. Et nos points de vue diplomatiques sont totalement convergents et je dois vous dire que, comme elle l'a souligné, en fait ma relation avec le Libéria ne date pas d'aujourd'hui. Ça date déjà quand j'étais directeur Afrique. Je suis venu dans ce pays à plusieurs occasions et ensuite directeur général adjoint du Fonds monétaire international. Et quand j'étais Premier ministre du président Félix Houphouët-Boigny, c'était malheureusement la période de crise dans ce beau pays et nous avons eu à travailler avec les Libériens. Je voudrais donc, en terminant, dire à quel point je suis ému et au nom de la délégation qui m'accompagne, je voudrais vous dire, madame, à nouveau, grand merci. Merci et en tout cas pour votre gentillesse, pour votre disponibilité, pour la confiance que vous nous faites. Et le Libéria et la Côte d'Ivoire sont le même pays. Nous sommes des frères, des sœurs et je souhaite que cette coopération se renforce. Et le président de la République a été également honoré en Côte d'Ivoire. C'était à Grand-Bassam où l'ambiance était festive. Ce samedi, les populations du Sud Comoé ont rendu hommage au président de la République au stade de la ville historique. Elles ont salué les actions de développement initiées dans leur région. La Commission nationale des droits de l'homme et les forces armées viennent de tenir une rencontre. Objectif, renforcer les capacités et promouvoir les droits de l'homme dans le domaine de l'armée. On en sait plus avec Ahmed Traoré et Abou Sanogo. Protéger et promouvoir les droits de l'homme au sein des armées. C'est le but que veut atteindre la Commission nationale des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. D'où la tenue d'un atelier bilan sur le mécanisme de suivi des violations des droits de l'homme par les forces armées de Côte d'Ivoire, FACI,
Selon Namizata Sangari, présidente de la Commission nationale des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, cette commission a conjointement initié avec les forces armées de Côte d'Ivoire un mécanisme pour un meilleur suivi des cas de violation des droits de l'homme qui leur sont imputables. L'un des grands écueils dans la réalisation de cette œuvre a résidé dans la construction de la confiance entre les civils et les militaires, socle de l'édifice. Et je peux le dire avec moins de pression aujourd'hui, cela n'a guère été facile, mais nous y sommes parvenus. La qualité du travail et les résultats satisfaisants obtenus par cet important outil de promotion et de protection des droits de l'homme dans notre pays ont motivé notre volonté de l'étendre à la police et à la gendarmerie nationale. Je suis persuadé que les FACI s'emploieront corps et âme à améliorer la prise en compte des droits de l'homme dans la conduite de leurs opérations. Ce mécanisme se pose donc comme un outil de référence en matière de collaboration entre militaires et civils. Il contribuera à lutter contre l'impunité et à élever le niveau des droits de l'homme avec les forces armées de Côte d'Ivoire. Voilà, on ouvre le chapitre politique de cette édition avec le RDR. Le ministre Ahmed Bakayoko, cadre du RDR, était dans la commune d'Abobo en mission de sensibilisation et de remobilisation des militants du Rassemblement des Républicains. Une tournée qui s'inscrit dans le cadre des préparatifs du 3e congrès du RDR qui aura lieu en septembre prochain à Abidjan. Abou Sanogo pour nous en dire plus. Le Rassemblement des Républicains prépare activement son 3e congrès. En prélude à ce rendez-vous, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, était en mission de sensibilisation, de remobilisation et d'information sur les enjeux du congrès au siège local du parti à Abobo. Le congrès qui arrive est le congrès de la remobilisation, le congrès de la vérité, le congrès qui va remettre les militants au cœur du RDR. Venez au congrès pour que dans le cadre d'une famille organisée qui est le RDR, nous puissions nous dire la vérité pour avancer. Ahmed Bakayoko a également invité les militants du RDR à la loyauté au chef de l'État Alassane Ouattara. Il a souligné la nécessité de consolider l'alliance du RHDP. Le RHDP, c'est l'union des oufouettistes et tout ce qui unit les enfants de ce pays est important pour la stabilité, la paix et le développement. Donc, quels que soient les débats, nous devons être ensemble. Quel que soit ton degré de frustration, tu ne peux pas régner ta famille. Quel que soit ton degré de frustration, tu ne peux pas trahir ton père. Un homme digne, un homme droit doit avoir une valeur qu'on appelle la loyauté et la fidélité. Donc calmons-nous, soyons sereins. Faites confiance au président Alassane Ouattara. Je l'ai dit et je l'aurais dit, c'est un homme de défi. Quand il va dérouler le rouleau compresseur, ceux qui s'amusent vont savoir que le brave Pierre est toujours à haute puissance. Les militants du RDR de la commune d'Abobo s'engagent à faire de ce 3e congrès une réussite. Je puis affirmer sans embâche que les républicains d'Abobo répondront massivement à cet appel comme ils savent le faire. Le 3e congrès du Rassemblement des Républicains aura lieu le 9 et 10 septembre prochains. Dans le cadre des tournées d'information régulières qu'il entreprend avec les bases du RDR, Bruno Koné-Nabagné, cadre du parti, a rencontré aujourd'hui même les militants du RDR de l'Agnébi-Tiassa. Les échanges ont porté sur les questions relatives à la vie du parti. Le témoignage d'Herman Guivi. Bruno Nabagné-Koné, cadre du RDR, le Rassemblement des Républicains dans l'Agnébi-Tiassa. Les militants du RDR de la commune d'Agboville ont répondu massivement à l'appel de la direction du parti pour cette rencontre qui vient éclairer leur lanterne sur plusieurs sujets d'ordre politique et organisationnel relatifs à la vie du parti. Nous avons décidé de venir régulièrement au contact de nos militants, des populations, pour leur réexpliquer ou leur rappeler la vision du chef de l'État, leur dire où notre pays se trouve aujourd'hui, ce qui a été fait, ce qui a été bien fait, les critiques que nous entendons. Et puis nous avons répondu avec, je l'espère, toute la sincérité possible à ces critiques-là. L'objectif étant que nos militants sachent quelle est la vérité aujourd'hui de la situation de la Côte d'Ivoire. Où est-ce que la Côte d'Ivoire va, où est-ce qu'elle est
qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui peut être fait demain. Donc nous sommes heureux parce que cela a été apparemment bien ressenti par la salle, qui a compris et qui s'engage à nouveau au RDR, aux côtés du RDR et aux côtés du chef de l'État. Nous repartons satisfaits. Des militants invités à demeurer attentifs aux instructions du parti. Des militants dont la détermination au service du parti et la discipline ont été salués par Bruno Nabagné-Koné, décrivant l'excellence des progrès réalisés par la Côte d'Ivoire sous la gouvernance du chef de l'État. Bruno Nabagné-Koné a également invité les militants de l'Agné-Bitiassa à demeurer en ordre de marche en multipliant la création de comités de base et en s'activant à la préparation du prochain congrès du RDR. Un nouveau cadre d'échange est né au PDCI RDA. Il a été mis en place sur le réseau dynamique du PDCI. Ce réseau qui regroupe en son sein des cadres se propose d'être une force de proposition pour les instances du parti. Premier invité de cette plateforme d'échange, Konakwadi Bertin dit KKB, Sidonou Davila y était. Inviter les cadres du PDCI RDA à se prononcer sur un thème d'actualité, c'est l'une des activités principales du réseau dynamique du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Pour le président de ce réseau, c'est un moyen de promouvoir les idéaux du parti. Nous nous proposons comme une force de proposition pour les instances du parti, pour le PDCI RDA, et nous avons pour vocation de faire en sorte que la paix, la réconciliation nationale et le développement durable puissent être des réalités en Côte d'Ivoire. L'invité spécial de cette première rencontre d'échange du réseau dynamique du PDCI RDA, Kwadio Konan Bertin, dit KKB. Ça a été des échanges francs, cordiaux, pleins d'intérêt. Et j'ai été heureux tout simplement d'y avoir participé. Je retiens que ces jeunes cadres sont encore accrochés aux valeurs de ce parti. Selon les responsables du réseau dynamique du PDCI RDA, la tribune d'échange aura lieu tous les 3 mois. On ouvre le chapitre économie à présent. La BAD décaisse plus de 42 milliards de francs CFA pour le financement de 2 projets. La Banque africaine de développement a signé l'accord de prêt avec le ministère de l'économie et des finances. Le témoignage de Noël Nyagno. Une double signature de protocole d'accord sous le regard de Mme Kabaniale, ministre en charge du plan et du développement, gouverneur de la BAD pour la Côte d'Ivoire. Adama Koné pour la Côte d'Ivoire et Janvier Litse pour la BAD marquent ainsi pour l'éternité ses appuis à la Côte d'Ivoire. Ils pèsent plus de 42 milliards et sont destinés au projet d'appui à la gestion économique et financière. PAGEF, plus de 16 milliards de francs CFA, et le PAGEC, programme d'appui à la gestion économique et la croissance, 29 milliards de francs CFA. 2 appuis qui démontrent la volonté de la BAD à soutenir la Côte d'Ivoire sur le chemin du développement conformément à sa vocation. Ces opérations, ainsi que celles qui suivront, illustrent la parfaite mise en œuvre du document de stratégie pays qui constitue depuis 2013 le cadre de coopération renforcée du groupe de la Banque africaine de développement et la Côte d'Ivoire. Pour Adama Koné, ministre de l'économie et des finances, la BAD renouvelle ainsi sa position de partenaire privilégié de la Côte d'Ivoire. Ce nouveau financement témoigne de la confiance renouvelée de la Banque africaine de développement à la Côte d'Ivoire, qui, sous l'impulsion de son Excellence le Président de la République, s'est résolument engagé sur les chantiers du développement économique et social. Nous partons pour la Guinée-Conakry qui vient d'abriter le forum ivoiro-guinéen. Les entrepreneurs ivoiriens et guinéens ont décidé de mettre en place un groupe d'impulsion économique en septembre prochain ici à Abidjan. Autre temps fort, les audiences accordées à la délégation ivoirienne par le chef de l'État guinéen. Envoyé spécial à Conakry, Jean-Jacques Kwame. Pari réussi par la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGC. Le forum économique ivoiro-guinéen a permis à plus de 50 opérateurs économiques ivoiriens de rencontrer environ 200 opérateurs économiques guinéens. À cela, il faut ajouter les audiences accordées par le chef de l'État guinéen Alpha Condé, 2 au total à la délégation ivoirienne. Il a invité le patronat à s'intéresser à la Guinée, un pays qui dispose d'un fort potentiel économique. À la cérémonie de clôture, le président de la CGC n'a pas caché la joie des opérateurs économiques ivoiriens de jeter les bases d'un nouveau partenariat. Nous avons pu, en une journée, aux opérateurs économiques ivoiriens,
d'avoir un aperçu d'ensemble de la République de Guinée sous tous ses aspects. Ce forum économique est un succès. Donc les bases sont jetées. Il nous appartient à nous, chefs d'entreprise, à nous, opérateurs économiques, de continuer de travailler pour transformer ces ballons-là en des buts qui feront naître des beaux projets, nous l'espérons. Cet espoir, le gouvernement guinéen y croit. C'est pourquoi son envoyé a rassuré le secteur privé ivoirien en ces termes. En dépit des difficultés liées à l'environnement des affaires encore hélas en Guinée, le président, le gouvernement de la République resteront à vos côtés pour lever les obstacles éventuels et garantir la sécurité, la rentabilité, la pérennité de vos affaires dans ce pays. Prochaine étape, le mois de septembre à Abidjan. Les patronats ivoiriens et guinéens annoncent la mise en place d'un groupe d'impulsion économique pour booster les échanges commerciaux entre les deux pays. Vous avez noté bien cette date. Le vendredi 21 juillet prochain, Abidjan abritera les 8e Jeux de la francophonie. À 6 jours donc de ce grand rassemblement culturel et sportif du monde francophone, la ville d'Abidjan fait sa grande toilette pour offrir un cadre agréable à tous les participants. Issa Tchonoyeo. À moins de 10 jours de l'ouverture officielle des 8e Jeux de la francophonie sur le bord de la lagune Ébrié, la ville d'Abidjan se pare de ses plus beaux atours pour accueillir les personnalités, dirigeants, athlètes et hommes de culture. De grands travaux d'assainissement et d'embellissement des principales artères de la ville sont actuellement entrepris. Des travaux qui donnent fière allure à la capitale économique. Des drapeaux flottants, des panneaux intelligents en passant par l'illumination de la voie de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny et de l'hôtel du district au plateau. Tout y est pour rendre la perle des lagunes attrayante. Autres travaux également en cours concernent l'enlèvement des dépôts sauvages d'ordures, le curage des caniveaux, l'éclairage public et l'installation des panneaux solaires de signalisation, de pavoisement et de tracés de bandes blanches sur les chaussées. Concernant le volet sécuritaire, des caméras de surveillance sont installées aux environs des différents sites de compétition et d'accueil. Nous avons plusieurs camions qui sont lancés sur le terrain depuis un certain moment, sur le VGE, qui font du balayage mécanique. Nos camions travaillent avec acharnement matin et soir dans toute la ville d'Abidjan afin de rendre la ville propre et accueillante pour les Jeux de la francophonie. Nous avons aussi apporté une nouvelle technologie à Abidjan, des nouveaux panneaux à énergie solaire. Ces panneaux sont de nouvelle génération, lumineux, qui permettent une meilleure vision la nuit et qui nous envoient vers le chemin de l'émergence. On le voit, les autorités ivoiriennes veulent faire des Jeux d'Abidjan une référence, un grand ménage pour assurer un séjour agréable aux autres. Et on en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture. Bonsoir, Monsieur Fossou, Francis, bienvenue sur notre plateau. Bonsoir, madame. Alors, le 6e Festival national des arts et de la culture, qui vient de s'achever, est placé sous l'égide des 8e Jeux de la francophonie. Parlez-nous de votre participation à ces Jeux, donc. Avant tout propos, je voudrais vous dire merci à la RTI de nous faire cette opportunité de faire connaître davantage le Festival national des arts et culture scolaires et de communiquer là-dessus. Notre participation au 8e jeu de la francophonie est effective. Et d'ailleurs, hier, la mascotte était avec nous à la cérémonie de clôture. À Bengoro. Et nos lauréats vont plancher sur
les scènes des 8e Jeux de la francophonie. Et nous avons 8 disciplines. Les meilleurs? Les meilleurs. Vont prester à ces Jeux. Tout à fait. On va repartir donc à Abangourou où le festival a refermé ses portes. Est-ce que vous êtes satisfait de cette 6e édition? La satisfaction... En tant que commissaire général, bien sûr. Oui, je fais un auto-bilan. Et déjà... En quelques mots seulement. Ouais, je m'avais dit que la satisfaction est totale. D'accord. Nous avons communié avec la population. Les enfants ont été merveilleux. Et nous avons constaté que le niveau s'est accru. D'accord. Nous allons donc revoir ensemble cet événement qui a capté l'attention à Abangourou. C'est avec notre consoeur Astou Touré. Le Festival national des arts et de la culture en milieu scolaire FENAC-MIS est un concours initié par le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Un concours dédié aux élèves du primaire et du secondaire. Pour l'édition 2017, c'est le Centre d'animation et de formation pédagogique CAFOP d'Abangourou qui a été choisi pour la cérémonie de lancement. Au menu, plusieurs disciplines. Il s'agit entre autres du théâtre, la poésie, la danse, le cinéma, la cuisine et bien d'autres. Pour cette 6e édition, l'innovation, c'est l'épreuve du tissage de pagne, parce que convaincu que l'industrie du textile est un pan important dans l'économie ivoirienne. Toutes ces activités autour d'un thème principal. École obligatoire et entrepreneuriat, levier de la construction de l'Ivoirien nouveau. Du dessin à la peinture en passant par le tissage de pagne, les élèves ont fait preuve d'ingéniosité, une révélation de talent caché qui montre bien que la liberté d'expression prend tout son sens. La cérémonie de clôture de cette 6e édition a eu lieu en présence de Madame la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Kandia Kamisoko Kamara. Voilà, M. Fossou, on l'a vu, il y avait plusieurs disciplines pour les enfants, poésie, dessin, théâtre et autres. Pourquoi autant de rubriques? Nous voulons donner l'occasion aux enfants d'exprimer et de faire agir leur potentiel. Et en agriculture, c'est une pluralité d'activités. Et cette année, nous avons sélectionné 8, le théâtre, le chant choral, la poésie, la danse, la culture. Même la cuisine. Plutôt, oui, la cuisine. Et cette année, l'innovation, c'est le métier à tisser. Vous avez vu ces beaux pagnes qui ont été confectionnés par des élèves primaires et secondaires. D'accord. Il y a même eu le cinéma. Et il y a des images que je n'ai pas vues, mais nous avons, cette année, nous avons créé une ambiance de Cannes. Nous avons fait un festival plutôt. Donc peut-être des futurs réalisateurs qui vont sortir de ce festival. Tout à fait. D'accord. Alors le thème de ce festival est intitulé École obligatoire et entrepreneuriat. Expliquez-nous le lien. C'est une vision du gouvernement de faire de l'école une obligation. Il faut permettre à tous les enfants d'aller à l'école. Et l'entrepreneuriat, vous savez, les arts et la culture que nous suscitons à travers cette compétition du FENAC-MIS, c'est un forum. Et ce forum, au cours de ce forum, nous donnons l'occasion aux enfants de veiller leur potentiel et de donner des créations qui permettront plutôt à eux de pouvoir s'insérer dans la vie active. D'accord, donc vous inculquez l'esprit d'entrepreneuriat à ces enfants-là. Alors, avant que l'enfant ne devienne chef d'entreprise, c'est notre souhait, c'est votre souhait également. Quel peut être l'impact dans son rendement par rapport à ce festival, l'impact de ce festival maintenant dans son rendement scolaire? Mais l'enfant, c'est l'épanouissement. Et je disais tantôt que l'éducation complète, ce sont ces deux volets. Il y a le volet pédagogique et l'autre volet qui est la culture des valeurs. Et le FENAC-MIS répond bien sûr à ce deuxième volet. Et lorsque l'enfant développe toutes ses compétences, cela lui permet bien sûr d'avoir un accomplissement total et de faire de très bonnes études. On va être pratique. Vous allez nous faire la différence entre un enfant qui s'adonne à ce genre d'activité extrascolaire et celui qui ne s'adonne pas à ces activités. Mais celui qui ne s'adonne pas à ces activités, il est cloisonné.
Il est cloisonné, il est limité. D'accord. Voilà, il est limité et il n'arrive pas donc à exprimer vraiment son potentiel. Vous avez un enfant, vous le mettez dans une logique, voilà, de l'éducation classique. Ce qu'il apprend à l'école. Il est brillant à l'école. Il est brillant à l'école, il est bon en mathématiques, il est bon en histoire-géo, mais il a un talent caché peut-être que vous ne découvrez pas. Peut-être un réalisateur, que c'est un peintre, un cinéaste. Peut-être c'est un cinéaste. Voilà, il faut permettre à cet enfant d'exprimer ce potentiel-là. Il faut même le déceler et l'orienter. Est-ce que être brillant seulement ne suffit pas? Si je suis brillante à l'école, que je ne sais pas dessiner ou bien je ne fais pas ces activités extrascolaires, est-ce que ça ne suffit pas pour moi d'être brillante et puis peut-être demain d'être médecin? Non, mais je voudrais vous dire qu'il y a des médecins, mais des ingénieurs qui ont, au fil, bien sûr, de leur évolution, ils ont laissé tomber leur métier ou bien leur fonction initiale, voilà, pour s'adonner à l'autre, comment dire, à ce qu'ils ont. Ils ont pu être le domaine dans lequel ils ont pu être révélés comme artistes. D'accord. Alors, nous sommes à la 6e édition de ce festival. Dites-nous clairement les retombées dans la vie scolaire des enfants depuis que vous organisez ce festival. Mais les retombées, c'est... Première retombée, je voulais vous parler de ce plutôt du brassage. Nous permettons à travers ce festival de croiser les enfants de tous horizons. Et vous convenez avec moi que l'enfant qui vient de San Pedro, qui vient croiser celui de Bondoukou, qui vient croiser celui de Boaké à Abengourou, cela bien sûr participe de la cohésion sociale et du passage de la population. Ça, c'est un acquis. Et le FENAC-BIS, toutes les disciplines en art et culture qui ont un intérêt aussi pédagogique permettent aux enfants de mieux s'exprimer dans ces domaines-là. Je prends par exemple l'exemple de la poésie, qui permet à l'enfant d'améliorer, voilà, le langage. D'accord. OK. Alors, que faites-vous pour que les enfants ne privilégient pas ces activités extrascolaires-là au détriment de leurs études? Mais ce que nous faisons, c'est... Parce que je peux aimer le sport et puis être tellement passionné que je néglige mes études. Qu'est-ce que vous faites pour que les enfants puissent savoir lier les deux? Mais le système éducatif donne ce canal-là, le canal de la pédagogie, avec de bons programmes, de bons curricula. On permet à l'enfant d'apprendre correctement à l'école et on lui donne aussi cette possibilité de pouvoir s'exprimer dans le domaine, voilà, des arts et culture, dans le domaine de la vie scolaire. D'accord. Alors, le festival se déroule seulement quelques jours. Combien de jours? C'est tout un processus. C'est tout un processus. Ce que vous venez voir, c'est la finale. C'est la finale, c'est la clôture. C'est la clôture, sinon que le festival débute depuis décembre avec la cérémonie, bien sûr, de lancement. Et les compétitions ont lieu dans les régions, dans les districts, et ensuite la finale. Donc pendant toute l'année scolaire, il y a un programme qui est bien établi. L'apothéose, c'est la finale. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire à ces parents qui sont co-hésitants, qui pensent qu'en laissant les enfants aller faire ce type d'activité, les enfants vont négliger leurs études? Non, mais je pense que les images que nous venons de voir parlent d'elles-mêmes. Il faudrait que les parents comprennent que le domaine des arts et culture est un domaine porteur de richesse et d'épanouissement. Il faut permettre à l'enfant d'exercer ce potentiel-là. Les enfants, ils ne sont pas tous à devenir des médecins, ils ne sont pas tous appelés à devenir des professeurs. Ils peuvent être des cinéastes, ils peuvent être des danseurs, ils peuvent être des chanteurs. De bons entrepreneurs, qui vont se prendre en charge. Tout à fait. Et vous dites qu'ils vont donc avoir leur place dans cette Côte d'Ivoire et participer à l'émergence. Tout à fait.
Merci beaucoup, Monsieur Fossou Francis, d'avoir été notre invité de la page culture de ce samedi. C'est bon qui vous remercie. Vous allez rester avec nous. Nous allons voir ensemble en image l'arrivée en Côte d'Ivoire du président de la République, Alassane Ouattara. Le chef de l'État, je le disais en début de journal, est de retour du Libéria où il a été distingué ce samedi. Le président Ouattara a été élevé au grade de chevalier grand cordon dans l'ordre très vénérable de la chevalerie des pionniers de la République du Libéria. Merci à vous tous de votre aimable attention. Je vous retrouve avec le même plaisir en début de semaine prochaine.